Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de notre rendez-vous de la semaine Info 7 pour décortiquer l'actualité de la semaine. Inondation dans la capitale de la République démocratique du Congo, situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, mais aussi nous reviendrons sur la sortie médiatique de Monseigneur Fulgence Moutéba en rapport avec les financements des déplacements du couple ECC Senko dans le cadre du pacte social pour la paix. Alors une fois de plus, bonsoir. Pour décortiquer l'actualité de la semaine, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau le secrétaire général d'un parti de l'opposition, certainement que vous les connaissez déjà. Il s'agit bien de Nouvel Élan de Adolphe Muzito, ancien Premier ministre dans ce pays, la RDC. Blanchard Mungomba, bonsoir. Bonsoir madame, merci surtout pour l'invitation. Alors un plaisir de vous retrouver sur ce plateau après belle lurette. Ça fait longtemps, vous êtes passé sur le plateau de Info 7. Effectivement, je constate que ça fait longtemps, mais deux fois c'est dû à nos agendas. Je sais que vous-même vous bougez aussi très souvent. De mon côté, il y a aussi des responsabilités au niveau du parti, les responsabilités politiques, mais aussi administratives. Et en plus de ça, il y a la famille, il y a tout ce qui va avec. Voilà, peut-être ça se justifie par rapport à tout ça. Alors à un moment, vous croirez que c'était un recul stratégique? Non. Stratégique, je pourrais dire aussi oui, parce qu'il faut dire que le pays a traversé des moments un peu très bouillonnants dans la politique de notre pays. Il fallait, au niveau interne de notre parti politique, analyser, étudier le contexte dans lequel les choses s'est présentées pour pouvoir prendre position. Et là, je crois que on a suffisamment étudié ensemble avec les leaders de notre parti politique, Adolphe Muzito. On a compris que nos pères fondateurs qui nous ont légué cette lutte, ces combats, nous ont appris que lorsqu'il y a une situation qui menace l'intégrité territoriale du pays, lorsqu'il y a une situation qui menace l'existence même de notre peuple, eh bien, nous devons prendre le devant. La situation actuelle dans l'Est de la RDC. Effectivement, il y a la situation actuelle, il y a eu d'autres, les élections et plusieurs autres questions liées au social de notre peuple. Eh bien, on sait, nous nous sommes décidés de prendre le taureau par ses cornes de manière à faire nos propositions pour pouvoir sortir le pays de cette situation. Parce que ne pas agir, regarder en face, je crois que ça ne serait pas responsable. Nous risquerons justement d'être comptables un jour si les générations futures arrivaient à nous poser des questions par rapport à cette époque. Alors dites-nous clairement quelle est la santé de votre parti politique, parce qu'à un moment, on a entendu des spéculations pour dire que Nouvel Élan était en voie même de disparaître, surtout après votre séparation avec Martin Fayoulou dans cette coalition à l'avocat. Oh, je ne crois pas, parce que si vous, je sais que vous sillonnez beaucoup la République, vous allez vous rendre compte que s'il y a un seul parti politique qui est mieux implanté en République démocratique du Congo, sans crainte d'être contredit, je dirais que c'est le Nouvel Élan. C'est vrai qu'après les élections, on a connu le résultat que nous avions, que nous assumons d'ailleurs, parce que c'est ça la réalité de notre pays. On a eu 3 députés au niveau national, 3 au niveau provincial, mais cela n'a pas, en tout cas, freiné l'élan patriotique, l'élan en tout cas, de nationalistes que nous sommes, de continuer les combats. Si vous partez dans nos 26 provinces, vous allez vous rendre compte que les Nouvel Élan est représenté dans tout le chef-lieu, mais dans d'autres provinces, vous allez constater que jusqu'au niveau des territoires, là, je parle de bâtiments construits où nos militants siègent avec nos cadres. Donc, mais en dehors de ces... Nouvel Élan est dans les 26 provinces. Dans les 26 provinces, si vous descendez dans les 145 territoires, vous allez nous retrouver, mais également dans différents secteurs. Donc, je peux ici, comme je l'ai dit, affirmer haut et fort que le Nouvel Élan se porte très bien. Le Nouvel Élan est représenté partout, mais c'est vrai. Nous n'avons pas cette culture de faire la politique comme si nous étions dans une salle de spectacle pour montrer que nous existons, montrer les biceps. Non, nous faisons la politique avec la tête, avec objectivité bien sûr, de manière à apporter
les propositions concrètes pour libérer notre pays du marasme dans lequel nous vivons, nous traversons, de manière à permettre à notre peuple de vivre pleinement ces dons bénis que le bon Dieu nous a légués. Ce qui fait qu'on ne sait pas faire trop de bruit, trop de publicité, mais nous travaillons dans le silence, dans le calme. Effectivement. Alors dites-nous aujourd'hui, nouvel élan dans l'opposition, nouvel élan dans l'union sacrée de la nation, nouvel élan. Et quelle est la position de nouvel élan aujourd'hui face au régime de Félix-Antoine Tshisekedi? C'est clair que nouvel élan est dans l'opposition. Parce que, madame, vous allez vous rappeler que l'opposition, parce qu'il s'agit d'elle, est organisée par une loi. Et cette loi est appelée la loi portant statut de l'opposition en République démocratique du Congo. Si vous allez dans cette loi, vous lisez son article 2, on définit un parti de l'opposition comme étant ces partis qui n'a jamais ou qui ne participe pas à l'action du gouvernement, commençant au niveau de la base jusqu'au niveau central. Et c'est le cas pour le Nouvel Élan. Depuis que le régime Tshisekedi est arrivé en 2019, le Nouvel Élan n'a jamais géré... même pas une commune. Même pas une rue. Même pas une rue. Le Nouvel Élan n'a jamais géré. Mais cela ne peut pas ou ne pouvait pas nous empêcher de critiquer tout en faisant des propositions. Si nous disons, madame, par exemple, que lorsque Mouzito quitte les affaires, lorsque Adolphe Mouzito quitte le gouvernement en 2011-2012, il a laissé un budget de plus ou moins 3 milliards 600 millions de dollars et qu'aujourd'hui, en 2025, nous avons un budget en ressources propres qui avoisine 10 milliards de dollars. Ce n'est pas c'est faire ou ce n'est pas commettre un péché, ou ce n'est pas que vous devenez membre de l'Union sacrée. C'est ça justement ce qui différencie l'action politique du Nouvel Élan et l'action politique des autres partis politiques qui se disent de l'opposition. Parce que nous sommes dans l'objectivité, madame. Aujourd'hui, nous nous battons pour accéder au pouvoir. Nous nous battons pour gouverner la République demain. Mais nous allons gouverner la République avec quels indicateurs, avec quelles données? Mais c'est avec les données que le régime actuel va nous léguer. Mais comment, lorsque nous faisons la lutte, nous faisons nos analyses, nous allons bypasser les données actuelles que le régime Tshisekedi est en train de produire? C'est ça justement l'incohérence et la mauvaise foi, la manipulation que certains pères de l'opposition font pour donner l'image comme s'ils étaient des saints. Non, ils vivent en République. Moi, je vais prendre un cas, madame. Aujourd'hui, si Martin Fayulu veut voyager, il voyage par quel aéroport? Mais cet aéroport-là est géré par qui? Le passeport, si son passeport congolais est expiré, arrive à expirer après le bout de 5 ans tel que prévu, il va renouveler son passeport auprès de quel ministère? C'est ça justement la différence. Si Martin Fayulu se promène en route, les policiers de circulation routière qui régulent la circulation, ils sont gérés par qui? J'aurais appris que Martin Fayulu, parce que j'étais allé faire mon permis de conduire, j'aurais appris que Martin Fayulu était passé là-bas, mon grand frère. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a certaines réalités pour lesquelles nous ne pouvons pas faire fi, nous ne pouvons pas y passer. Nous devons vivre réellement notre vie. Mais cela ne peut pas nous empêcher de dire, par exemple, que telle chose est faite, nous prenons acte, mais nous aurions voulu que ça se fasse de telle autre manière. C'est ça être opposant. C'est ce qui se fait en France, c'est ce qui se fait ailleurs, un peu partout. Mais pourquoi est-ce qu'au Congo, nous pensons que pour être opposant, je dois passer ici pour dire que non, mais c'est Tshisekedi n'est pas... voilà, il est laid, tout est noir, ce qu'il fait n'est pas bon. Non, ça, c'est pas la politique. Une stratégie propre au Nouvel Élan. Pas du tout, parce que nous héritons ces combats, comme je l'ai dit, de nos pères fondateurs. Adolphe Mouzito a travaillé aux côtés d'Antoine Gizenga, et Antoine Gizenga lui-même a travaillé aux côtés de Patrice Emery Lumumba. Ils se sont battus, non pas pour travailler leurs images individuelles, mais ils se sont battus pour servir le peuple et les pays. Effectivement, mais pour contribuer au développement du pays, il ne faudrait pas dire chaque fois que l'autre est laid. Il ne faudrait pas chaque fois dire que l'autre fait mal les choses. Il fait mal, oui, mais qu'est-ce que tu proposes? Tu proposes et il peut emprunter tes idées pour faire avancer les choses. Et c'est le peuple qui en bénéficie, c'est le peuple qui va, en tout cas, c'est frotter le main. Alors, Blanchard Mungomba, avant de prendre ce premier dossier de notre rendez-vous de la semaine, en un mot,
Comment réagissez-vous aux affirmations selon lesquelles officieusement Nouvel Élan est déjà dans l'union sacrée de la nation en amour? En démocrate, nous n'interdisons pas à ceux qui pensent de cette manière-là. Nous leur concédons le droit de penser ainsi. Mais le plus important, c'est ce que nous sommes. Ce que nous sommes, c'est quoi? C'est que nous sommes un parti de l'opposition. Mais au stade actuel, comme je le dis tout à l'heure, c'est que le pays est menacé. Nous sommes tous d'accord que nous sommes agressés par une armée extérieure. Et face à cette situation, le Nouvel Élan ne pouvait pas se taire. Le Nouvel Élan ne pouvait pas faire le jeu de l'ennemi tel que le font d'autres camarades de l'opposition. Nous nous sommes décidés de soutenir les FARDC. Or, pour soutenir les FARDC, il faut aussi soutenir les institutions de la République où le chef de l'État et les commandants suprêmes. Il s'agit du pays, pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, madame, essayez de vous réaliser un seul instant, si nous perdons le Congo aujourd'hui, le Rwanda arrivait à occuper le Congo, qui pourra s'élever un bon matin pour dire que non, je suis opposant ici au Congo? Qui? Tu seras opposant de qui? C'est ça le problème. C'est comme ça que nous nous battons. C'est ce que vous dites, on a vu dans les partis occupés. C'est soi-disant nomination. Exact. Est-ce que ce sont les Congolais qui ont occupé ces postes? Et ils vous imposent de parler les Kinyarwanda ici au Congo, c'est-à-dire à Goma et Bukavu. Vous voyez comment nos compatriotes ou Azalendo se battent. Vous voyez comment nos FARDC se battent parce que ils se sont dit, ici, il ne s'agit pas de M. Tshisekedi. C'est vrai, il est le premier des Congolais, c'est un président, mais il est à Kinshasa. Ici, à Goma, c'est d'abord nous-mêmes. C'est comme ça qu'ils se sont levés, ils se lèvent tout le jour, vous entendez? Aujourd'hui, par exemple, j'aurais appris qu'à Goma, il y a des mouvements un peu suspects. Depuis vendredi. C'est parce que... Les Ouazalendo se sont levés pour... Exactement. C'est parce que là, il ne s'agit pas de Tshisekedi, il ne s'agit pas de Mouzito, de Katumbi. Il partira, madame, mais le pays restera. Mobutu était ici 32 ans après, il est parti. Le Mouzé Laurent Désiré Kabila est parti. Tshisekedi partira certainement. Demain, ce sera quelqu'un d'autre et ainsi va la vie. Donc, nous devons nous battre pour préserver cette mère patrie. Nous n'avons que ça comme héritage, nous n'avons que ça comme un bien commun. Si nous ne protégeons pas le Congo, nous n'aurons pas d'autres espaces dans lesquels nous allons nous mouvoir pour faire notre politique. D'où la nécessité de parler le même langage, de manière à préserver d'abord nos frontières, préserver la souveraineté de notre peuple, préserver l'intégrité territoriale de notre pays. En ces moments-là, si nous arrivons à faire partir l'occupant, l'agresseur, l'ennemi, nous allons nous retrouver en face pour maintenant nous dire de vérité et confronter nos politiques publiques. Dire que, ben voilà, ta politique publique n'a pas réussi à nous donner tel résultat. Moi, je propose ceci. Là, le peuple va nous juger par rapport à ça. Mais maintenant, c'est le pays qui est menacé. Et lorsque le pays est menacé, notre existence en tant que peuple, notre existence en tant que nation aussi est menacée. Mais puisque cela est menacé, nous devons faire un front commun pour sauver la République. Et puis, toute autre chose viendra après. Madame, Messieurs, place à présent à ce premier dossier de notre rendez-vous de la semaine. Inondation dans la ville province de Kinshasa. On en parle. Quatre membres du gouvernement congolais devant la presse, à la télévision nationale, pour fixer l'opinion sur les inondations dont Kinshasa, la capitale, a été victime. Il s'agit du ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya, celui de la Santé publique, Roger Kamba, le ministre des Ressources hydrauliques et énergie, Teddy Luamba, et celui des ITP, Alexis Guizaro. Vous avez suivi tout à l'heure que le président de la République lui-même, accompagné de la très distinguée première dame, s'est rendu au stade Tata Raphaël dans la salle Omnisport qui a été choisi comme l'un des sites pour abriter les populations sinistrées par les inondations que nous avons observées ces deux derniers jours. Nous aurons l'occasion évidemment d'analyser les sujets et toutes les mesures qui ont été rapidement prises par le gouvernement parce que dès les premières heures, une cellule des crises a été créée, a été placé sous la direction du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, que vous avez suivi hier soir à la RTNC lorsqu'il faisait le premier point. Les inondations du week-end dernier ont causé d'énormes dégâts. 1050 sinistrés ont été regroupés et hébergés au stade Tata Raphaël.
Dès lors que le déluge était en train de se produire, nous avons pris le site de l'Institut Lumumba, 16e rue Limité, où nous avons placé les premières familles. On en a placé hier 117 de familles et nous leur avons apporté les premiers besoins de base, c'est-à-dire l'eau, la nourriture, et nous avons installé le premier poste médical avancé qui était sur le site. Aujourd'hui, nous avons décidé de ramener quasiment tout le monde au stade Tata Raphaël et puis au stade des Martyrs à partir de cet après-midi. Au stade Tata Raphaël, aujourd'hui donc, nous avons 1050 personnes que nous avons admises. Conséquence de ces inondations, plusieurs usines de la Régie des eaux ont été endommagées, entraînant ainsi une interruption de l'approvisionnement en eau dans 14 communes de la capitale. Le ministre a notamment mentionné que la plus grande usine d'Ndjili, qui fournit un volume important d'eau, avait été affectée. De ce qui concerne la production d'eau, sur les 7 usines de production d'eau dans la ville de Kinshasa, 3 ont été sensiblement impactées. Il s'agit de l'usine de Lemba Imbu, l'usine de Ndjili, ainsi que l'usine de la Lukaya. Alors, comme vous avez si bien dit, ce sont des points de captage. C'est à ce niveau-là que nous avons des captages d'eau pour le traitement et c'est pratiquement ces usines-là qui ont été le plus impactées. Pour l'usine de Ndjili, dont on a pu avoir l'accès, notamment aujourd'hui, nous pouvons encore compter 3 à 4 jours si les conditions de séchage restent dans les mêmes normes que nous avons et s'il n'y a plus des influences majeures sur la situation du réseau d'adduction d'eau. Le gouvernement congolais a annoncé la mise à disposition des véhicules citernes pour l'approvisionnement des communes en eau potable suite aux fortes pluies qui se sont abattues le week-end sur Kinshasa. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la réduction du prix du passeport biométrique ordinaire. Fidèle à son engagement pris en 2019 afin de soulager nos compatriotes du poids financier lié à l'acquisition du passeport ordinaire biométrique, le président de la République avait alors décidé d'en réduire le coût à l'équivalent en francs congolais de 99 $ américains. Cette décision s'inscrivait dans une vision plus large de l'action publique, celle de rapprocher l'état des réalités quotidiennes de nos concitoyens en faisant de la justice sociale, de l'efficacité administrative et de la bonne gouvernance les piliers de notre gestion. Aujourd'hui, dans la même dynamique, avec la ferme volonté de rendre ce document essentiel encore plus accessible, le président de la République a pris la décision, après analyse des différents paramètres lui présentés, de ramener les prix du passeport ordinaire biométrique à l'équivalent de dollars américains, 75 $. Cette mesure, à forte portée symbolique et sociale, vise à garantir à chaque citoyen et chaque citoyenne un droit fondamental, celui de pouvoir s'identifier et circuler librement sans que des conditions financières n'en constituent un frein. Elle participe également d'une volonté politique affirmée de réformer l'administration au service de la population en la rendant plus équitable et plus inclusive. Son exécution devra se faire avec rigueur, équité et responsabilité en tenant compte des éléments suivants. La préservation des engagements contractuels en cours afin de maintenir la crédibilité de l'État et sa capacité à honorer ses obligations essentielles. La sauvegarde de la paix sociale en évitant toute démarche brusque ou précipitée susceptible d'affecter les agents impliqués dans la chaîne de production et des délivrances de passeports dont le rôle reste crucial. À cet effet, il a instruit la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, à engager sans délai une concertation approfondie avec les ministres d'État, ministre du Budget et celui des Finances. Par ailleurs, il est attendu que la ministre d'État en charge des Affaires étrangères soumet dans le meilleur délai au gouvernement un calendrier clair et détaillé de mise en œuvre, comportant notamment la date précise du lancement officiel du nouveau passeport ordinaire biométrique avec la nouvelle tarification. Blanchard Mungomba, quelle lecture faites-vous de la situation actuelle dans la capitale de la République démocratique du Congo avec ces inondations?
Merci madame, c'est très regrettable, il faut le dire ainsi, parce que premièrement, d'ailleurs, je profite pour présenter mes condoléances à toutes les familles endeuillées, parce que... Plus de 40 Plus de 40, ça c'est ce qui est officiel, c'est que le gouvernement a vu, mais il y a des enfants et d'autres que nous n'avons peut-être pas encore dénombrés, mais il faut présenter nos condoléances. Nous sommes des cœurs avec les familles qui ont perdu de biens et autres. Mais madame, moi, je commencerai par nous rappeler ici qu'en 1960, lorsque la ville de Kinshasa, lorsqu'on accédait à l'indépendance, la ville de Kinshasa était conçue pour plus ou moins 400 000 habitants. 400 000 habitants 400 000 habitants. Ça, c'est en 1960. En 1960. Okay. Aujourd'hui, on est en 2025, plus ou moins 80 ans après. On est autour de 20 millions d'habitants. C'est-à-dire que si nous faisons le calcul simple, la population s'est accrue, s'est multipliée à plus de 50 pour 50. C'est-à-dire que 400 000 multiplié par 50, ça nous fait plus ou moins 20 millions d'habitants. Mais si vous regardez les infrastructures, n'ont pas suivi par rapport au nombre de cette population. Donc les infrastructures de 1960 sont le même que en 2025. Exactement. Regardez les avenues, ou les avenues que nous continuons à utiliser, à exploiter. Ce sont presque le même que le Belge nous ont laissé. Si vous prenez les bâtiments, l'Unikine, les hôpitaux et autres, c'est pratiquement ce que le Belge ont laissé. Je crois que c'est déjà le premier diagnostic qu'il faut faire. Lorsque vous avez une population qui s'est accrue ou qui s'est multipliée par 50, mais vous n'avez pas fait suivre les infrastructures, normalement, il faut subir ce genre de situation que nous subissons. Parce que lorsqu'il pleuvait avant, dans une ville où il y avait 400 000 habitants, les eaux qui se déversaient dans les rues coulaient tranquillement parce que ça représentait les eaux de plus ou moins 400 000 personnes, de 400 000, et souvent c'était de maisons basses. Mais aujourd'hui, si vous regardez dans la ville de Kinshasa, partout, tout le monde a envie de monter, de construire en étage. En hauteur, les gens vont en hauteur, mais les architectes... On ne tient même pas compte de l'environnement, les arbres qui étaient là, laissés par les Belges. Si vous questionnez les experts de l'environnement, vous questionnez même les architectes, vous questionnez les experts de ces domaines-là, vous diront que lorsque vous construisez en hauteur les maisons en étage et qu'il pleut, la quantité de l'eau qui quitte les maisons en étage n'est pas la même que celle qui quitte les maisons basses. Ce qui fait que nous vivons aujourd'hui les inondations parce que, entre autres, nous n'avions pas construit, quand je parle des infrastructures ici, en dehors de routes, je vois les caniveaux, je vois les égouts qui existaient avant ont été pratiquement, en tout cas cassés, ont été détruits parce qu'il faut construire les maisons en étage. Or, pour construire en hauteur, il faut descendre aussi en profondeur pour permettre à la fondation de soutenir la hauteur, les maisons en étage là. Tout ça, ce sont des problèmes qui devraient normalement être pris en compte, mais malheureusement, on a comme l'impression que nous vivons dans une ville qui ne prend pas en compte toutes ces réalités-là et les conséquences... Malgré quand même les alertes qui ont été enregistrées, il y a des environnementalistes comme l'ONG Amis de la Nature et autres qui n'ont cessé d'alerter sur les conséquences du réchauffement climatique, mais aussi les infrastructures qui ne suivent pas. Alors aujourd'hui, Blanchard Mungumba, qui doit être tenu pour responsable de cette situation? Enregistrer quand même des morts et surtout qu'en cette période, on tue des Congolais dans l'est du pays et dans certains coins du pays, mais aussi à Kinshasa, une vie, la vie est sacrée. Non, mais moi je salue l'initiative de parlementaires de la ville de Kinshasa au niveau de l'Assemblée nationale. J'ai vu, ils ont initié, je crois, une action. Cette action a finalement abouti parce que le président de l'Assemblée nationale avait annoncé que le gouvernement allait répondre pour nous dire ce qu'il en est réellement, parce qu'on doit effectivement établir des responsabilités, parce qu'on ne peut pas être dans un pays où il y a un gouvernement qui est censé gouverner, puisque nous disons que gouverner c'est prévoir, une telle situation arrive, plus de 40 morts et que personne ne soit responsable. Non, je crois qu'il doit y avoir de têtes qui doivent tomber, parce que regardez un ministère comme le ministère d'aménagement des territoires. Je me pose la question, c'est que fait ce ministère-là? L'aménagement du territoire est appelé à être présent où nous
constatons par exemple les constructions anarchiques. Je prends juste ce petit exemple-là. Je vais vous prendre une avenue, madame, l'avenue Sayo. Si vous êtes au niveau de Mama Poto, ceux qui habitent Kalam ou Kasavubu vont se retrouver facilement. Vous prenez cette avenue-là, vous la longez jusque vers le musée national. Vous verrez que le Belge, à l'époque, lorsqu'ils ont construit cette avenue-là, ils ont laissé de l'espace à côté. À droite, si vous êtes du côté de Mama Poto, à gauche, c'est-à-dire le côté de l'église Kimbangui, c'est l'église Bima. Le centre d'accueil. Il y a un espace qui est laissé là, je crois, ça doit être 6 à 7 mètres. Pour ceux qui ont construit la ville, lorsque vous posez la question, ils vont vous dire que cet espace-là était réservé parce qu'ils savaient que, à la longue, Kinshasa allait avoir une expansion sur le plan démographique, mais également sur le plan démographique, ça allait amener à ce que la ville soit aussi élargie, qu'on ouvre. Et que l'avenue, là, telle que ça a été construite, ne pouvait plus supporter l'afflux de cette augmentation-là de la population. D'où il fallait réserver cette partie de la rue de manière à élargir l'avenue pour nous permettre d'avoir 4, pourquoi pas 6 bandes qui prend en charge 3, l'aller, 3 retours. Mais malheureusement, vous allez constater qu'on est en train de construire dans cet espace-là. Il y a une station, si vous êtes devant la maison communale de Kasavubu. Sous un regard silencieux du gouvernement. Silencieux des autorités, et de la ville, et au niveau national, du gouvernement national. Si vous êtes sur l'avenue, je crois, Force, là où se trouve la maison communale de Kasavubu, vous longez pour croiser cette avenue Sayo. Vous allez vous rendre compte qu'il y a une station qui est érigée, qui est construite juste en face là. Mais à côté de cette station, il y a encore un autre, je ne sais pas qui est en train de construire à côté. Et personne n'en parle. Personne n'en parle. Moi, alors, nous constatons que les stations-service construites dans la capitale ne respectent pas. Non, ils construisent en désordre. Et je crois que c'est le travail aussi du ministère de l'aménagement du territoire, parce que ce ministère doit, entre autres, s'assurer du plan de chaque ville. Ça a été conçu pour accueillir quel nombre de populations. Maintenant que la population a triplé, la population a quadruplé, aujourd'hui à Kinshasa, on a, la population s'est multipliée, comme je l'ai dit, par 50. Mais nous devons voir le plan qui a été construit pour nous permettre de voir comment élargir les infrastructures, les routes, construire des caniveaux pour faire écouler les eaux de pluie et autres. Mais malheureusement, il n'y a personne qui en parle, il n'y a personne qui pense à ça. La ville de Kinshasa, je ne sais même pas si là-bas, les gens dorment ou les gens travaillent. Parce que j'ai vu même le gouverneur lui-même, lorsqu'il est allé visiter son canot rapide où leur bord là ne marchait pas, on le poussait. Donc, c'est incroyable, madame. Nous devons, parce que nous parlons ici de l'unité, c'est vrai, mais nous devons nous dire aussi certaines vérités en face. Parce que nous ne pouvons pas accepter. Aujourd'hui, je regardais aussi la météo, on nous a dit que les pluies vont se suivre encore. Et effectivement. C'est jusqu'à fin avril et début mai. Alors, ils doivent prendre de mesures nécessaires pour nous éviter ce genre de situation. Parlons d'abord de la relocalisation même des sinistrés. Ce n'est pas quand même une première fois. La situation au quartier Ndanou, la situation vers Massina là-bas, on en parle toujours. On veut relocaliser les gens, mais ça n'arrive jamais. Comment Madame, il y a un sérieux problème. Vous voyez, le plan que je venais de peindre tout à l'heure, le tableau noir ici, c'était dans le cadre du diagnostic. Mais dans le cadre de propositions et des solutions devant amener à régler cette situation, je crois qu'en 2015 déjà, le leader de mon parti politique, Adolphe Muzito, avait publié une tribune dans laquelle il parlait de la ville de Kinshasa, l'enfer au paradis. Il dit, la ville de Kinshasa, aujourd'hui, nous vivons l'enfer, pourtant nous sommes quand même ces paradis que le bon Dieu nous a légués. Mais comment faire pour sortir de cet enfer? Il a fait des propositions. Il a fait des propositions, mais malheureusement. En son temps, il a parlé, par exemple, de la délocalisation de la ville ou l'extension de la ville dans la partie est de notre pays. Parce que si nous prenons la ville de Kinshasa pour arrondir, pour aller dans le chiffre le plus simple, la ville de Kinshasa, c'est plus ou moins 10 000 km². C'est 9, quelque chose, mais pour arrondir, nous prenons 10 000 km². Mais dans le 10 000 km², madame,
la commune de Maluku elle-même occupe 80% de la ville, de la superficie de la ville de Kinshasa. Pourquoi on n'est pas exploité Maluku? Malheureusement, c'est ça le problème, c'est que les gens, si vous allez là-bas, vous allez vous rendre compte que tout cela, nous construisons en désordre, sans un plan d'urbanisation, sans qu'il y ait un plan qui canalise tout ça. Les gens construisent en désordre. Or, si vous prenez les 22 communes qui sont autour de Kintambo ici, l'ancien Kinshasa, ça occupe pratiquement 10%. C'est-à-dire, les 22 communes de Kinshasa occupent 10% de la superficie, c'est-à-dire 1000 km². Vous prenez la commune d'Ensele, elle-même occupe aussi 1000 km², c'est-à-dire 10%. Mais la commune de Maluku elle-même occupe 80%. Qu'est-ce qui nous empêche à avoir un plan qui permette, parce que si nous prenons 20 millions d'habitants ici, dans les 10% de 22 communes ici, nous pouvons exploiter 30 à 20% inexploités dans la commune de Maluku pour construire plus de 20 millions de logements, lesquels logements vont permettre à ce que nous puissions délocaliser l'ancienne Kinshasa ici, avec plus ou moins 20 millions d'habitants, les placer là-bas, les loger là-bas et refaire cette ancienne ville de Kinshasa. Alors, donc c'est un plan qui a existé dans d'autres cieux. Si vous allez à Dubaï, si vous allez en Chine, au Maroc, un peu partout, c'est ces plans qui existent. Mais ici, chez nous, nous nous posons la question. Nous avons des experts. Un problème d'argent? L'argent, je ne pense pas, parce que nous avons un PIB aujourd'hui de plus ou moins 70 milliards de dollars. Quel est le problème? Le problème, je crois que c'est l'homme. C'est l'homme. Il faut avoir une vision, il faut avoir un plan, mais surtout la volonté politique de matérialiser cette vision et ces plans. Alors, comme on parle de Kinshasa, comment est-ce que vous trouvez le leadership du gouverneur Daniel Bumba? Moi, je crois que le gouverneur Daniel Bumba doit travailler. Pour ne pas être trop dur avec lui, il doit travailler parce que les défis sont énormes. Jusqu'à aujourd'hui, madame, nous sommes Quinois, nous vivons dans cette ville au jour le jour, nous constatons que rien n'avance. C'est vrai, je ne veux pas être, comme je l'ai dit, trop dur. On a vu quand même à Gombe, ici, il y a quelques rues, quelques avenues qui commencent à bouger. En réhabilitation, en construction, c'est bien. Mais la qualité et le pourcentage. Les normes même. Exactement. Nous aimerions, parce que dans le norme de construction, madame, lorsque vous prenez une société pour construire une avenue, cette société doit être bien indiquée. Nous devons savoir que c'est la société de Madame Noëlla qui construit ici. Et sa société construit pour un montant de tel million de dollars. Et cette infrastructure qu'elle est en train de construire prendra plutôt telle durée de vie. C'est-à-dire que 10 ans, 15 ans, autant d'années. Comme ça, si nous n'arrivons pas à vivre 15 années avec cette infrastructure-là, nous allons l'interpeller. Au cas contraire, il va répondre devant la justice. Et surtout, mais malheureusement, cela ne vit pas. Aujourd'hui, les sauts des moutons qui sont venus avec l'actuel président Félix Tshisekedi dans le district de la Tchangou, mais il y a des trous même sur le saut des moutons. Oui, mais aujourd'hui, madame, nous qui conduisons à Kinshasa, nous conduisons avec, comme les Quinois disent, avec esprit. Avec esprit, parce que s'il faut, c'est dire que je veux conduire parce que j'ai confiance, tu vas te retrouver dans des trous, tu vas te retrouver dans des caniveaux, tu vas te retrouver... Donc, c'est très compliqué la ville de Kinshasa. Effectivement, c'est comme l'avait dit Adolphe Mouzito en 2015, c'est que nous vivons l'enfer dans un paradis. Pourtant, nous avons tous les atouts qui peuvent aider à ce que nous puissions vivre effectivement le paradis. Mais, monsieur le président de la République a un problème, c'est qu'autour de lui, il n'a pas de bons collaborateurs. Il n'a pas de gens qui l'accompagnent. Les castings qu'il ne cesse de faire. Oui, les castings, mais c'est comme si les gens n'ont pas cette volonté. Lui-même, il a décrié pour l'armée, pour les FARDC, mais je crois que c'est même au niveau politique. C'est même au niveau des décideurs administratifs, parce que si vous voyez la gouvernance au niveau de la ville de Kinshasa, ça pose problème. Et moi, je crois que le chef de l'État lui-même, et nous, la population de Kinshasa, nous devons l'accompagner de manière à pousser ceux qui sont appelés à gérer cette ville, à faire quelque chose. Parce que nous ne pouvons pas... Regardez, je vais prendre un exemple, madame. Le marché Zando ici construit, il a fallu juste une petite volonté. Et ça a été fait. Aujourd'hui, j'entends les gens critiquer. Mais qu'on le veuille ou pas, ceux qui ont précédé le gouvernement Bumba
ont laissé une infrastructure, ont laissé un bijou, et nous devons tous le protéger. Et ça peut être pareil avec Bumba, mais qui se réveille, qui travaille. Mon ami est là-bas, le DIRCAB Israël Moutala. Mais, cher Israël, il faut pousser le gouverneur à travailler. Nous ne sommes pas contre le gouverneur. Nous voulons bien qu'il réussisse parce que son action va bénéficier. Exactement. Mais jusque-là, nous sentons que ça boitille encore. Ça hésite encore. Nous voulons vraiment que ça pousse. Nous voulons que les choses aillent de l'avant. Israël Moutala va essayer de pousser les choses parce que quand les Congolais ont appris, la plupart des Congolais qui les connaissent, qu'il est là-bas. Non, mais tous nous étions contents. Voilà. Nous étions contents parce que Israël, c'est un bosseur, c'est quelqu'un de très rigoureux que moi je connais. Il y a toujours des choses bien faites. Et effectivement, mais je crois qu'il doit pousser aussi ses autorités à travailler, son gouverneur et son vice, à travailler pour le bénéfice des Congolais, de Kinois surtout. On va prendre ce deuxième dossier, mais tonton, vous avez dit qu'il faudra que les têtes tombent par rapport à la situation de... Non, mais personnellement... Si les têtes ne tombaient pas, les Congolais, est-ce que les Congolais doivent comprendre que même le président est complice de la situation? Je ne pense pas qu'à ce stade, nous devons parler de la complicité, mais le plus important, c'est de pousser les députés, parce que là, il ne s'agit pas du président de la République. Nous devons aider la République à fonctionner selon le texte tel que prévu. Le gouvernement, lorsque un ministre doit tomber, ou même lorsque le gouvernement entier doit tomber, c'est la responsabilité du Parlement. Et moi, je saluais ici tout à l'heure le fait que les députés de Kinshasa ont initié une action qui a finalement abouti à la convocation de la première ministre et de certains membres de son gouvernement pour qu'ils répondent justement à cette question. Et si les députés trouvent qu'il y a qu'il y a quelque chose qui cloche, en tout cas, ils doivent prendre leurs responsabilités pour sanctionner là où il faut sanctionner. Il ne faudrait pas qu'ils laissent, qu'ils donnent l'impression effectivement que c'est le président de la République. Non, eux, ils sont là pour faire ce travail-là. Si ça ne réussit pas, nous allons travailler pour montrer à notre peuple que non, ce n'est pas le président de la République, mais c'est plutôt les députés qui n'ont pas réussi justement à utiliser leur marteau, leur pouvoir que leur donne la Constitution. Madame, Messieurs, place à présent à ce deuxième dossier de notre rendez-vous de la semaine. C'est un jeune téméraire qui ne lâche pas prise malgré les critiques dont il a été victime de la part des caciques du FCC. La décoration de la salle est 100% FCC. Janon Lompempe entonne le slogan du retour de Joseph Kabila au pouvoir. FCC viva! Viva! FCC viva! Viva! FCC viva! 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 Joseph Kabila Kabange a besoin de pouvoir. Réussi aux consultations politiques par le spécial du chef de l'État en matière de sécurité, Janon Lompempe en donne les motivations. Biso FCC, tokenaki ba élection te en 2023. Biso tolobi boye, mboka ezala bitumba. Où ils allaient d'abord priorité, to récupérer par territoire la biso. To bengana banguna wana ba côté libiso. To bengana ba Rwanda wana ba côté libiso. Parce que malgré ba problème to ça na yango, na kati ya Congo, ba divergence la biso, il faut tikala sur le plan interne. Lorsque munguna koti, il faut to sangana, to bengana banguna wana. Pour lui, l'importance c'est la paix au pays. Il a appelé à l'unité et à la cohésion nationale. On a biso FCC, tous on a besoin il y a unité nationale. L'unité nationale est allée pour la Congolais nyonso. Mokolo tokendaka na consultation wala. Na nosaka yango comme un prophète. Le rebelle que non Kabila akozonga pour contribuer na unité nationale. Biso tous allés awa, tout le monde a information. Toyoka ki banungu nungu. Mais biso tolobi boye. Biso logo la FCC. Biso logo la Front commun pour le Congo. Vous allez plateforme politique. Ya Kabila Kabange, tondimi mwana mboka Kabila azonga na mboka na ye. Aya ko contribuer na paix na kimia. Janon Lompempe n'a pas manqué d'adresser un message aux caciques du FCC. Omoni ba papa wana, ba mama wana, na ba parti mosusu ngolo boyebi yango. Ba oyo bazako loba wana eza na mutu ya mokote. Ebele ba papa wana, oyo ba komi ko combattre ba jeune na kati ya FCC. On va comme dénigrer les jeunes par rapport à l'esprit de Zanango. Il y a Lumumba, il y a Kabila. Ba papa wana, ba mama wana, ba parti na bango déjà et Koufa. Ba papa wana, ba indui Kabila nerele, ta ebele.
berere esalemi tellement trop ngonga ekoki ke biso bajene na bakadre mosusu tosangana tosunga mwana mboka Kabila Kabang. Janon Lompempe dit n'avoir jamais été exclu du FCC et ne croit pas non plus au montage de ses détracteurs. Sauver la République démocratique du Congo dans le contexte actuel de l'agression rwandaise dans sa partie orientale est présentement une option pour certains Congolais qui, au-delà des obédiences politiques, préfèrent s'unir pour éteindre le feu qui brûle la maison. C'est dans cette optique que le rapporteur adjoint du Sénat et autorité morale du parti politique Alliance des démocrates humanistes, Jean-Claude Bayende, a répondu à l'appel du chef de l'État pour un gouvernement d'union nationale. Face à cette situation, nous, en tant que Congolais, fils du pays, nous ne pouvons pas répondre à l'appel du chef de l'État qui veut assez que le pays puisse retrouver son intégrité nationale. Et face à l'ennemi qui occupe aujourd'hui notre pays, nous demandons à tous les Congolais qui sont encore en train de traîner les pas de répondre à l'appel du président. Nous n'avons que le Congo comme pays et si aujourd'hui nous n'accompagnons pas cette initiative, cette démarche du président de la République, je pense que nous allons, à cause de la distraction, perdre notre pays et on ne sait pas où nous devons aller. Voilà pour la raison pour laquelle, en tant qu'ancien candidat président de la République et président d'un parti politique, j'ai répondu favorablement à l'idéal que le président de la République veut imprimer désormais pour notre pays. L'ancien candidat président de la République a par ailleurs invité toutes les forces vives à accompagner l'initiative du commandant suprême des forces armées et de la police pour sauver le pays en danger. L'unité nationale, la cohésion nationale, l'intégrité du territoire national, mais également que tous les Congolais puissent voir vers la même direction, que ce soit opposition comme majorité. La maison est en train de brûler, c'est à nous, tout Congolais, de tout faire pour éteindre le feu. Lancé lundi 24 mars 2025, ces consultations devraient s'achever dans un délai maximal de 2 semaines, soit du 24 mars au 7 avril 2025. Consultation pour un gouvernement d'union nationale, alors que certains membres de l'opposition, certaines figures, ont rejeté la main tendue du président de la République. Nouvel élan de Adolphe Muzito a accepté cette main, comme vous l'avez décrit au début, parce qu'il s'agit de la République démocratique du Congo. Alors, qu'est-ce que vous avez dit au conseil spécial du président de la République pour les gens qui ne vous ont pas suivi? Merci une fois de plus, madame. Je commencerai par rappeler ce que j'ai dit à l'entame, c'est que Adolphe Muzito et son parti politique, nous sommes de nationalistes. L'idéologie de notre parti politique, c'est la social-démocratie. Nous prônons pour une social-démocratie. Or, pour appliquer cette social-démocratie, il faut être en osmose avec notre peuple. Mais si le peuple est menacé par son existence, le peuple n'arrive pas à s'exprimer par rapport à sa souveraineté, ça pose problème. D'où la nécessité de recourir à nos origines des nationalistes pour justement préserver l'intégrité territoriale du pays, préserver la souveraineté de notre peuple de manière à nous permettre à être en face de ce peuple-là pour que nous puissions justement proposer nos politiques publiques qui cadrent avec les réalités de cette population-là, de ces peuples-là. Malheureusement, aujourd'hui, la réalité en face, c'est que nous vivons depuis plus de 30 ans dans la situation que nous traversons dans la partie est de notre pays. Maintenant, nous, Adolphe Muzito et son parti politique, nous faisons la politique. Est-ce nous faisons la politique seulement pour se retrouver aux affaires, pour aller aux élections, trouver des postes, ou nous faisons la politique pour compatir, mais surtout apporter des solutions de manière à libérer. Nous faisons la politique qui consiste à travailler pour l'intérêt de notre peuple. L'intérêt de notre peuple ici, c'est quoi? C'est que dans la partie est de notre pays, le Rwanda s'est imposé injustement. Le Rwanda a autorisé son armée
a violé le principe du droit international. Avec certains Congolais, bien sûr. Effectivement, moi je ne cite pas ces Congolais parce que je considère que ce sont des marionnettes. Ce sont des gens qu'on a placés juste en tête pour légitimer ces combats. Pourtant, en réalité, le problème n'est pas là, entre Congolais, mais le problème, c'est au niveau du Rwanda. C'est vrai, entre Congolais, nous pouvons avoir nos problèmes, mais la Constitution règle cette affaire-là. S'il y a un conflit entre moi, Congolais, et un autre, nous devons le régler tout en respectant les règles prévues dans la Constitution. Mais lorsqu'un Congolais touche aux armes, de ce cadre-là, il se rébelle et la Constitution, les constituants nous donnent, nous, en tant que peuple, le pouvoir de s'élever pour combattre celui-là. Parce qu'on ne peut pas régler un problème politique, un problème interne, un problème de frustration en allant prendre les armes contre... les Congolais, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Donc ici, je comprends que ces Congolais-là qui sont là-bas sont intelligents, ils ont de l'intelligence. Pour certains, ils étaient ici comme président de la CENI et d'autres, mais lorsqu'ils vont toucher aux armes, c'est qu'ils savent que ces textes-là existent, mais ils se sont fait recruter par le Rwanda pour justement permettre au Rwanda de continuer son projet macabre, son projet qui consiste à piller nos ressources minières. Voilà pourquoi nous, en tant que politiques, nous nous sommes regardés en face. Alors, qu'est-ce que vous êtes dit? Nous nous sommes dit, est-ce que nous devons continuer à condamner M. Félix Tshisekedi pour telle ou telle autre politique publique, alors que ici et maintenant, l'urgence, c'est la récupération de la partie est de notre pays. Madame, il faut rappeler que 2 provinces de la République de notre pays sont menacées. Il n'y a pas que le Goma. Le nord et le sud Kivu sont menacés. Aujourd'hui, on entend même qu'il y a l'Ituri, tout ça qui sont menacés. Et face à cette situation, nous ne pouvons pas nous taire, madame. Nous ne pouvons pas faire semblant de ne pas comprendre que c'est le Rwanda qui est derrière cette affaire. Nous devons nous lever, parler le même langage avec M. Félix Tshisekedi, qui est le président de la République actuelle, que nous l'aimions ou pas. Ici, il s'agit d'abord de la République. Nous devons nous mettre ensemble pour libérer les pays de cette occupation, de manière à nous permettre, en tant que Congolais, de nous regarder en face. Voilà pourquoi, lorsque nous avions suivi sa communication, il a lancé cet appel, il a lancé cette main tendue et il a désigné son conseiller spécial pour consulter, avoir de propositions des uns et des autres. Nous n'avions pas hésité par l'entremise de notre leader Adolphe Muzito. Il avait dit au lendemain de cette communication que le Nouvel Élan et son leader étaient prêts pour justement accompagner le chef de l'État en faisant des propositions. Mais même, quelles sont ces propositions puisque vous l'aviez posées? Nous avions dit au conseiller spécial, c'est-à-dire au chef de l'État, par le canal de son conseiller spécial, que pour réussir à neutraliser les forces négatives dans la partie Est, ce n'est pas qu'aujourd'hui, mais il faut voir un processus et voir au lendemain de ce qui va arriver, que nous ne puissions plus revivre cette situation, nous devons avoir de bonnes économies. Lorsque nous parlons de bonnes économies, c'est-à-dire quoi? C'est qu'aujourd'hui, nous avons un PIB, comme nous l'avions dit, de plus ou moins 70 milliards de dollars. Mais lorsque vous regardez les budgets, ici nous parlons plus de ressources propres qui sont mobilisées, c'est plus ou moins 9 milliards, plus ou moins 10 milliards de dollars. Nous nous disons, si vous allez poser la question aux experts de l'économie, ils vous diront que lorsque vous avez un PIB de 70 milliards de dollars, peu importe le chiffre, lorsque vous avez un PIB, qu'est-ce qui se passe? Vous avez la capacité, la possibilité de prendre ce qu'on appelle, de prélever, on appelle la pression fiscale, de faire une pression fiscale de plus ou moins 30%. Vous pouvez aller même jusqu'à 50%. Mais nous, si nous voyons la pression fiscale de notre pays, ça tourne autour de 11%. Adolphe Muzito a dit, ce n'est pas normal. Il est possible que nous puissions travailler au niveau de la fiscalité de notre pays ici interne pour que nous puissions doubler, pourquoi pas tripler les budgets actuels en ressources propres, c'est-à-dire pour ne pas continuer à avoir un budget en ressources propres de 9 milliards, il est possible que nous puissions avoir un PIB de plus ou moins 25, un budget plus ou moins de 25 milliards de dollars. Ce budget va nous aider justement à renforcer l'armée. En renforcer l'armée en faisant quoi? En achetant par exemple les munitions,
en augmentant les salaires. Déjà ici, nous devons saluer l'augmentation des salaires du solde militaire et des policiers. Ça a été doublé à D. C'est déjà quelque chose qu'il faut saluer. Mais il est possible que nous puissions les quintupler. Effectivement. Parce que si le budget augmente, si nous faisons une pression fiscale de 25 à 30%, et que cette pression fiscale nous permette d'avoir un budget élevé à 25 milliards de dollars, il est possible que nous puissions disponibiliser 5 milliards de dollars pour la défense. La défense ici, nous disons, il faut équiper cette armée. Il faut motiver cette armée avec un bon salaire. Il faut les motiver avec les primes. Mais surtout, il faut nous permettre justement à prendre des mesures pour sécuriser nos frontières là-bas, pour ne plus revivre la situation que nous vivons aujourd'hui. Oui, c'est bien cette proposition et il faudra reconnaître que ça ne sera pas fait aujourd'hui, encore demain, c'est tout un processus. Et entre-temps, qu'est-ce qui va se passer? On va continuer à tuer nos frères et sœurs dans l'Est? Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle le budget rectificatif. On est au mois d'avril. Il est possible que nous puissions augmenter ces recettes, faire la pression, prélever ces ressources au niveau de contribuables pour augmenter les budgets. Et lorsque ce budget va augmenter, ça va nous permettre justement de soutenir nos FARDC au niveau du front. Vous allez poser la question par rapport à la loi qui a été déjà votée. Nous allons faire ce qu'on appelle la loi rectificative. Alors, on va le rectifier pour rattraper l'augmentation qui sera faite après que la loi ait été déjà votée pour nous permettre justement de corriger ces gaps-là. D'avoir accepté cette main tendue de Félix Antoine Tshisekedi pour vous faire une santé politique, mais aussi crédibiliser ce processus parce que d'autres figures de l'opposition ont refusé cette main. Mais madame, moi je pense que lorsque nous faisons la politique et que tous nous avions accepté de voter la constitution actuelle, laquelle constitution prône la démocratie, nous ne devons pas nous muer en dictateurs au même moment. Parce que ce qui nous empêche de prendre cette posture, ils veulent faire de la dictature. Nous respectons la position de tous ces leaders. Ceux qui ne veulent pas accompagner ces processus, lequel processus a pour finalité, objectif de libérer notre pays de cette occupation rwandaise, eh bien, ils sont libres. Mais nous, en tant que nationalistes, nous estimons qu'il faut justement accompagner les institutions de la République pour nous permettre de préserver, de sauver la République de la disparition. Madame, il faut rappeler ici à nos compatriotes que les États meurent comme les citoyens, comme les individus meurent. Est-ce que vous savez qu'à l'époque, nous avions, vers les années 1990, on avait un pays qui s'appelait la Yougoslavie. Cet État n'existait plus. Aujourd'hui, nous avons l'Ukraine, Kosovo, tout ça. C'est finalement, c'est démembrement, c'est le miettement, c'est la balkanisation de cet État qui a mené justement à l'émiettement. Nous devons faire très attention. Parce que hier, ici en Afrique, nous avons le Soudan. Mais aujourd'hui, nous avons le Soudan du Sud et le Soudan. Donc, nous, en tant que nationalistes, nous disons que nous ne pouvons pas pêcher là où nos pères fondateurs ont réussi. Nous devons pérenniser la lutte, le combat de nos pères fondateurs. Parce que le combat ici de la balkanisation n'a pas commencé aujourd'hui et ça ne va pas finir demain. Nous devons poser les jalons, nous devons nous assurer que nos actions, tout ce que nous allons prendre comme initiative, vont aider à ce que nous puissions préserver le pays à cette menace de la balkanisation qui nous guette, qui continue à être pensée dans des salons politiques au niveau extérieur. Ce qui fait que nous avions assumé notre position. Laquelle position consiste à dire que nous mettons de côté nos égos, nos divergences politiques pour préserver d'abord la République. Nous le voyons en France, madame. Lorsqu'il y avait l'époque de Charlie Hebdo, il y avait plusieurs dossiers. Vous voyez, tous les dirigeants français, surtout que là-bas, il y a encore des anciens présidents qui sont là, qui vivent dans leurs États. Même en Ukraine, on voit qu'on suit. Même en Ukraine, le président, il faut rappeler que le président ukrainien est hors mandat. Il est même hors mandat. Mais les opposants ukrainiens se sont mis ensemble avec lui pourvu qu'il libère d'abord le pays de cette situation de guerre. Mais pourquoi ici, chez nous, nous pensons que nous devons faire le contraire? Et pire encore, madame, ce qui est grave, nous voyons certains opposants aller soutenir le Rwanda. Ça, c'est très grave. C'est la ligne rouge, madame, que nous ne pouvons pas franchir. C'est la ligne rouge que le Nouvel Élan et Adolphe Muzito ne franchiront jamais parce que ici,
nous girons sur le sang de nos pères fondateurs. Puisqu'ils nous ont légué cet État dans ces superficies actuelles, nous ne pouvons pas pactiser avec l'ennemi pour le besoin du pouvoir, pour l'animosité que nous avons avec X ou Y. Pas du tout, madame. Alors, Blanchard Mongomba, comment trouvez-vous le propos de certains opposants qui estiment que ces démarches de Félix-Antoine Tshisekedi, un gouvernement d'union nationale ne résoudra jamais ce problème de l'Est du pays? Ils peuvent avoir raison. Ils peuvent avoir raison. Mais ce qu'ils ont comme proposition, mais qu'ils viennent le soumettre à M. Félix Tshisekedi, parce qu'il a montré cette ouverture. Il a invité tout le monde. Il a demandé à ce que les Congolaises et Congolais viennent en lui pour lui faire des propositions. Il ne dit pas que vous devenez membre de l'Union Sacrée, membre de l'IDPS, membre collaborateur de M. Tshisekedi. Non, il a demandé à ce que vous puissiez venir. C'est un moment exceptionnel, madame. C'est une période exceptionnelle qui n'est pas prévue, d'ailleurs, je dirais, dans la Constitution. Parce qu'aujourd'hui, si il arrivait que les opposants se retrouvent dans ces gouvernements-là, ce n'est pas un mécanisme qui est géré par la Constitution. Mais c'est une période qui sera exceptionnelle par rapport à la situation exceptionnelle que nous vivons dans la partie est de notre pays. Ce qui fait que si nos amis, certains amis, pensent que ce que le président de la République fait aujourd'hui ne résoudra pas le problème, mais qu'ils apportent ce qu'eux estiment être bon de manière à lui soumettre, parce que qu'on le veuille ou pas, c'est lui le chef de l'État, c'est lui qui a la signature, parce que j'ai entendu d'autres même dire que non, nous voulons le schéma des évêques. Oui. C'est bien bon, mais le schéma des évêques, qui prendra la signature pour valider cela? N'est-ce pas le chef de l'État? Mais pourquoi vous faire son ennemi? Pourquoi vous faire vous mettre à l'écart aussi longtemps que vous pensez que c'est le schéma des évêques qui va résoudre le problème? Mais venez, je veux même, madame, pire, les évêques eux-mêmes se faire consulter par le conseil spécial. J'ai vu le nonce apostolique a été reçu par le conseiller Eberon. J'ai vu, il fut chef des travaux, aujourd'hui je crois il est professeur, l'assistant du révérend Bokundoa, monsieur Moïse Gbema, que je salue. Il s'est fait aussi consulter. Donc c'est pour dire que l'église protestante et même l'église catholique se sont fait consulter, mais les opposants qui se cachent derrière les églises et refusent d'aller se faire consulter. C'est contradictoire, c'est paradoxal. On prend ce troisième dossier et on se retrouve juste après pour continuer avec les débats. Qui finance toutes vos activités, le voyage, les logements et partout? Voilà, merci. Il ne faut pas sous-estimer l'Église catholique. Elle a des moyens pour couvrir les frais de nos voyages. Il ne faut pas sous-estimer non plus l'Église du Christ au Congo. Ce sont des institutions. Je peux même me risquer les meilleures qui fonctionnent dans notre pays. Nous avons des moyens. Nous avons eu des moyens pour commencer. Et puis par ailleurs, je vais vous surprendre peut-être, il y a des gouvernements qui nous ont pris en charge. Et je salue justement ce qui a été fait. Et ça montre que, avant de prendre une quelconque décision sur cette initiative, il faut absolument réfléchir. Dans le gouvernement congolais? Non, pas du tout. Mais le gouvernement angolais, le gouvernement rwandais, le gouvernement kenyan, le gouvernement ougandais. Même le Rwanda vous a donné le moyen. Même le Rwanda. Le Rwanda qui nous agresse. Mais oui, enfin, oui. Qui agresse la RDC. Je vous dis que... Qui tue vos propres populations. Le Rwanda a trouvé notre initiative salutaire. Oui, mais c'est lui justement qui est dénoncé par votre propre gouvernement de soutenir la rébellion qui pille, qui tue, qui viole, qui massacre. Nous ne sommes pas le gouvernement, nous sommes des pasteurs. Et nous demeurons des pasteurs, même dans la recherche des solutions à notre droit. Oui, mais ici, dites-vous que vous recevez le soutien de ceux qui appuient la rébellion. Ben non, écoutez, là, il ne faut pas simplifier les choses. Je vous dis que les gens qui nous ont accueillis ont trouvé l'initiative très, très, très pertinente. Et il y en a parmi les gouvernements qui nous ont tout simplement offert tous les conforts qu'il fallait et tous les moyens pour que nous puissions voyager et pour que nous puissions expliquer cette initiative aux autres institutions. Mais je précise que nous ne sommes pris en charge par aucun politicien. Si les gens pensent que la mendicité est devenue la seconde nature des Congolais, mais pour nous, la mendicité n'est pas une seconde nature.
Mais quand est-ce que comptez-vous réellement mettre fin à vos consultations et passer aux choses sérieuses? Bientôt, parce que nous ratissons large, nous savons ce que nous sommes en train de faire. Nous ne prenons rien. Dans notre initiative, nous disons clairement que le premier partenaire de l'initiative, ça doit être l'État congolais. Pourquoi? Parce que la Constitution de la République dit que le gouvernement de la République doit soutenir toutes les initiatives pouvant apporter une contribution à la cohésion nationale. Mais à la différence, et au moins, ils trouvent les partenaires et puis ils disent accepter le gouvernement de la République, mais les autres nous ont soutenus. Les autres nous ont logés. Les autres ont payé nos titres de voyage. Mais monsieur Boujaguera, tu peux être ensemble avec moi que le Rwanda, qui occupe une partie du territoire, il paye pour vous les frais pour sillonner le monde. Et vous allez me dire, il le fait gratuitement? Non. Ils n'ont pas cité que le Rwanda. Il y a l'Angola, il y a l'Ouganda, il y a le Kenya, il y a d'autres pays. Bon, ils ont d'autres partenaires. Ils ont d'autres partenaires, mais les autres peuvent, par compassion africaine, dire, ok, aidons ces gens-ci, ils peuvent. Mais quand vous acceptez les titres de voyage qui vient du pays qui occupe votre territoire dont vous êtes prélat, votre territoire dont vos paroisses. Bon, je peux comprendre parce que vous vous rappelez, à une époque, M. Nanga est allé droitement dans une des paroisses catholiques pour faire sa messe convenablement, ce qui ne pouvait pas être le cas pour d'autres. C'est pour dire que nous avons peut-être, je dis bien, nous avons peut-être des agendas différents. Mais nous voyons la paix en République démocratique du Congo, la réconciliation pour les peuples congolais, mais eux peuvent avoir un agenda que celles pensent. Blanchard Mungomba, comment votre parti, le Nouvel Élan, interprète-t-il les propos de Monseigneur Fulgence Muteba et du pasteur Eric Senga, le premier de la SENCO, le deuxième de l'ECC, les deux qui sont engagés pour un pacte social pour la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo et dans la région de Grand Lac? Madame, vous savez, ma foi chrétienne m'empêche de prendre deux postures face au père de l'Église. Mais puisque vous me posez la question par respect à votre mission, je dirais simplement que nous avions suivi, d'une part, l'évêque Fulgence Muteba dire qu'ils ont été financés, y compris par le Rwanda. D'autre part, le Rwanda qui agresse, parce que les journalistes ont insisté, il a affirmé. D'autre part, le révérend Eric Senga, que je respecte, que je connais très bien, très intelligent, qui a apporté une contradiction de ce que Monseigneur Fulgence Muteba a déclaré. J'ai du mal à commenter ces deux positions. Le constat, c'est qu'il y a contradiction dans les dires du révérend Eric et de Monseigneur Fulgence. Ils ont formé un couple engagé dans cette démarche. Mais ils sont dans une contradiction par rapport à cette question du financement. Moi, je ne préfère pas commenter. Je crois que tous nous avions vu. Je souhaiterais que vous puissiez... Mais là, je ne suis pas en train de parler à Blanchard Mungomba, membre d'une église, mais je parle de Blanchard Mungomba. Non, parce que s'il faut être sincère... Comment le parti Nouvel Élan interprète? Non, mais déjà, madame, s'il faut parler en tant que parti politique, moi, je ne peux pas comprendre que, je m'excuse, qu'une initiative appelée à mettre le Congolais ensemble pour sortir notre pays de l'agression, laquelle agression nous la subissons pendant plus de 30 ans, que nous puissions recourir aux États étrangers pour financer un tel processus. Alors qu'il y a le gouvernement congolais. Exactement, c'est vrai. S'il faut penser par exemple à ce qu'on a vécu plutôt à Sun City, c'était en accord avec le gouvernement de Kinshasa et les autres dans ces partenariats-là entre États. L'État sud-africain nous avait accompagnés. Mais lorsque c'est une initiative qui est privée,
ce n'est pas une initiative qui est de l'État, qui s'est fait financer par des États extérieurs, alors que parmi ces États, il y a de ceux qui nous en veulent, même qui nous agressent. Ça pose problème, madame. Ça pose problème. Et par rapport à ça, moi, je pense qu'il faut chercher à avoir encore un peu plus de détails auprès de ces pères de l'Église, qu'ils nous disent exactement ça a été fait, à quelle hauteur, avec quelles promesses, quelles sont les garanties. Parce que les États, lorsqu'ils dépensent, lorsqu'ils donnent de l'argent, ce n'est pas gratuit. Oui. Il y a de l'intérêt quelque part. Alors, c'est à eux, et eux seuls, de nous dire exactement ce qu'il en est. Parce que déjà, avec cette contradiction qui arrive, ça crée encore de problèmes. Moi, ici, je réfléchis un peu comme un juriste. Au même moment, j'ai la dose de ma foi chrétienne. J'ai du mal à pénétrer cette question. Mais déjà, en tant que juriste, je dis qu'il y a un problème. Il y a un problème parce que Monseigneur Fulgence, ce n'est pas n'importe qui. Pas n'importe qui, voilà. C'est lui, le président de la conférence épiscopale nationale. Ce n'est pas n'importe qui. De l'autre côté, le révérend Senga n'est pas n'importe qui. Mais comment ils peuvent avoir d'un coup une contradiction aussi facile? Ça, c'est très compliqué. Mais Monseigneur Fulgence Mouteba a été clair. Le journaliste a insisté. Il a dit oui, nous recevons le financement, même du Rwanda, le Rwanda qui agresse. Est-ce que les Congolais doivent aujourd'hui faire confiance à cette démarche? Faire confiance à la démarche, ben moi je ne sais pas trop. Déjà, parce que c'est comme, que dirais-je, la main qui te nourrit, te domine. Exact. C'est comme ça que moi je dis, ce qu'il faut faire, parce qu'il faut toujours avoir donné ces bénéfices des doutes à nos pères de l'Église, c'est-à-dire que nous avions entendu ce qu'on a entendu, mais il faudrait, nous souhaitons qu'ils nous disent exactement, avec les détails le plus amples, pour que nous puissions savoir s'il faut continuer à faire confiance à cette démarche ou leur proposer, leur conseiller autre chose. Parce que déjà, si c'est ce que nous avions entendu sortir de la bouche de Monseigneur Fulgence, nous pensons que c'est une mauvaise idée que d'accepter un financement des États qui nous agressent. Ça, c'est une mauvaise idée. Mais si c'est ce que le révérend Senga a dit, nous pensons que ça peut être bon. Mais maintenant, que retenir? Que retenir? Qui dit vrai? Qui dit vrai? C'est ça la grande difficulté. C'est là où je dis que vous, en tant que presse, vous pouvez retourner auprès d'eux, qu'ils soient tous ensemble, qui nous disent exactement ce qui s'est passé. Mais attention, ils risquent de dire quelque chose. Et ces États-là, ils écoutent, ils voient, ils risquent d'apporter des éléments contraires. D'où ils doivent être sincères avec eux-mêmes, surtout qu'ils sont pères de l'Église. Ils doivent, nous chrétiens, nous fidèles de leur Église, nous avons du mal à comprendre ça. La réalité en face de nous nous rappelle quand même que même le gouvernement congolais, à travers le porte-parole, c'était comme indigné du fait de voir que l'Église n'a pas condamné le carnage de Goma. Il y a déjà des faits qui, avant cette déclaration, qui montraient quelque part que l'Église, dans sa démarche, je ne dirais pas, je n'affirme pas, mais semblait ne pas être sincère. Et les Congolais aujourd'hui se rappellent de ce qui s'est passé, et surtout qu'on va se rappeler aussi qu'avant les élections, Monseigneur Chollet avait dit qu'il cherchait un courageux qui pouvait faire un coup d'État dans ce pays. Alors, on se rappelle tout ça. Aujourd'hui, il y a des Congolais qui estiment que les couples SCC Senko sont dans une démarche contre les Congolais eux-mêmes. Ben, madame, moi je veux... Je sais que c'est une question qui vous met mal à l'aise par rapport à votre foi, tout ça, mais moi je parle à un politique. Oui, mais le plus important pour moi, c'est que l'État doit prendre ses responsabilités. Parce que en faisant quoi? En faisant quoi? C'est que l'État, aujourd'hui, nous saluons la démarche qu'a lancée le chef de l'État en lançant justement cette main tendue, pourvu que nous puissions nous retrouver ensemble pour faire de propositions, lesquelles mais comment les faire dès lors que nous avons des figures de l'opposition qui ne veuleux pas? Non, mais de toutes les façons, on ne fera non plus... Joseph Kabila, on ne fera non plus... Aujourd'hui, on a Jean-Marc Kabounda Kaboun, Martin Fayoulou, les autres qui... Il faut savoir aussi, madame, que dans une démocratie, il n'existe jamais de l'unanimité. On ne fera jamais l'unanimité lorsqu'il s'agit de cette question. Le chef de l'État... Mais pourquoi ailleurs on arrive à voir cette C'est question de culture politique. C'est question de culture politique. Parce qu'il faut poser la question à tous ces mondes-là. S'ils sont de quelles écoles?
s'ils sont de quelle idéologie ils ont commencé la politique. Parce qu'il y a de ceux qui ont commencé la politique, il s'est réveillé un bon matin, chez lui à la maison, il s'est dit, bon, aujourd'hui, je passe à la télé, je deviens politicien. Il y a de ceux leaders qui sont comme ça. Mais si je vois un leader comme Adolphe Muzito, c'est quelqu'un qui ne s'est pas réveillé un bon matin. Il a un parcours. Et un parcours auprès d'un père fondateur. C'est-à-dire que ses actions, ses mots, ses gestes sont calculés par rapport à l'intérêt de notre peuple. Mais si il y a de ceux politiciens qui pensent qu'ils doivent faire la politique par rapport à leur positionnement, par rapport à leurs égos personnels, libres à eux, ce qui fait que nous conseillons, et nous conseillerons toujours au chef de l'État de travailler avec notre peuple, de faire ce qui est bon pour le peuple. S'il y a de ces leaders qui pensent qu'ils ne doivent pas accompagner son action, laquelle action consiste à libérer le peuple de Goma, le peuple de l'Est dans la situation qu'ils traversent, eh bien, nous pensons qu'ils sont libres de camper dans leur position, mais le plus important, c'est que les Congolais veulent à tout prix que le chef de l'État puisse prendre des initiatives telles que aujourd'hui, de manière à restaurer la paix dans la partie est de notre pays. Alors aujourd'hui, on a cette attitude de certains opposants, mais on se rappelle quand même que Corneille Nangaa avait dit haut et fort qu'il a des collaborateurs à Kinshasa. Alors, face au comportement de certains leaders qui n'arrivent même pas à parler comme vous, en voyant un nouvel élan depuis la situation de l'Est, il y a des tweets, il y a quand même des communications pour montrer cette solidarité et encourager les peuples congolais, les Wazalendo, les FRDC qui sont au front maintenant. Mais ce n'est pas ce comportement, cette attitude qu'on voit du côté de certains leaders de l'opposition, mais aussi membres de l'Union sacrée de la nation. Comment voyez-vous? Mais madame, moi je vais vous surprendre. En 2019, Adolphe Muzito, non, 2020, Adolphe Muzito était coordonnateur de la coalition politique Lamuka. Lorsqu'on lui pose la question par rapport à la situation de l'Est, Adolphe Muzito avait dit clairement, sans mâcher le mot, qu'il faut faire la guerre au Rwanda. Il faut se préparer l'armée à attaquer le Rwanda pour arriver à rétablir la paix dans la partie Est de notre pays. Vous savez qu'il a été critiqué par certains leaders. Je rappelle qu'il avait même proposé d'ériger un mur. Un mur de séparation entre le Rwanda et le Congo, de manière à nous permettre de contrôler les entrées et sorties pour éviter justement de l'infiltration. Il y a, entre autres, Moïse Katumbi qui avait condamné. Ils avaient condamné, pourquoi? Parce qu'ils ont certainement des intérêts là-bas. Et aujourd'hui, lorsque vous posez la question par rapport au dire de Nangaa, moi, ça ne me surprend pas. Parce que nous l'avions vécu lorsque nous étions dans la Mouka avec ce leader-là, dont Moïse Katumbi. On a vécu, c'est-à-dire que lorsqu'Adolphe Muzito a fait cette déclaration de dire que nous devons faire la guerre, il y a eu un communiqué au lendemain de la déclaration d'Adolphe Muzito en 2020. Tous membres de la Mouka. Il y avait à l'époque Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi qui avaient signé pour dire que non, ils se désolidarisent d'Adolphe Muzito parce qu'eux ne voulaient pas assumer le fait qu'Adolphe Muzito avait dit que nous devons faire la guerre au Rwanda. Mais aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba quand même s'est ressaisi. Mais Moïse Katumbi, ça ne me surprend pas parce que je considère qu'il est resté égal à lui-même dans sa logique. Est-ce une telle personnalité, un tel leader politique, c'est lui que nous devons avoir du regret, de souci parce qu'il n'a pas répondu à la main tendue du chef de l'État? Pas du tout. Tout est clair. Tout est clair. Il a ses intérêts. Il a ses intérêts là-bas. Et moi, ici, je ne veux pas, parce que nous devons parler de l'unité et nous continuons à parler de l'unité, si effectivement ces intérêts-là existent, parce que nous sentons que ça existe effectivement, qu'il essaye de voir l'intérêt de la République, qu'il essaye de voir l'intérêt de militants d'ensemble pour la République qui est son parti politique, qu'il ne voie pas ses intérêts individuels. Aujourd'hui, les politiques d'aujourd'hui ont hérité un Congo qui a été légué par les politiques. Par vos pères fondateurs. Donc, ils doivent aussi léguer un Congo qui n'est Exactement. pas Nous avons cette lourde responsabilité de maintenir ce Congo dans ses frontières telles que léguées par nos pères fondateurs. Ce n'est pas à notre époque, ce ne sont pas nos leaders là, dont Moïse Katumbi, qui vont pactiser avec le diable pour que le Congo soit émietté, pour que le Congo soit balkanisé. Je crois que c'est un compatriote, il va se ressaisir. Même s'il pense avoir de problèmes avec le président de la République ou un autre acteur, un autre leader du camp de l'Union sacrée, mais qu'il mette en avant l'intérêt de la République. Qu'il mette en avant l'intérêt de ces militants d'ensemble pour la République qui sont congolais. Qu'il écarte ses égos,
qu'il écarte ses intérêts personnels en privilégiant justement l'intérêt de la République. C'est très important. Madame, Messieurs, place à ce dernier dossier pour parler de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ces 3 citoyens américains font partie du commando qui avait attaqué le Palais de la Nation le dimanche 19 mai 2024. Arrêtés, jugés, puis condamnés à la peine capitale pour ces faits hautement répréhensibles, ils purgeaient leur peine de mort à la prison militaire d'Endolo. Près d'une année après ce forfait, les 3 condamnés à mort ont bénéficié de la mesure de grâce présidentielle du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Leur peine de mort a été transformée en prison à vie. Ce mardi 8 avril, Marcel Malanga Malou, Taylor Krista Thompson et Zalman Bolun Benjamin Robben ont quitté la prison d'Endolo et remis aux mains des autorités américaines qui les ont escortés mano militari jusqu'au pied de l'avion qui les amenait dans leur pays. Encadrée par les autorités militaires, judiciaires et de l'immigration, l'opération s'est déroulée dans le strict respect des procédures légales. Les officiels de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Kinshasa étaient impliqués tout au long de cette opération, témoignant de la coopération bilatérale fonctionnelle entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Après avoir rempli toutes les formalités auprès de la DGM, les 3 détenus ont ensuite embarqué à bord de ces vols non réguliers à destination des États-Unis. C'est là qu'ils vont purger le reste de leur peine. Cette décision s'inscrit dans une dynamique de renforcement de la diplomatie judiciaire et de la coopération internationale en matière de justice et des droits humains de 2 pays. Nous avons une révolution à faire dans nos têtes. C'est la révolution du mieux vivre, de la construction. Et elle est permanente. Nous sommes tous frustrés par rapport à des choses qui ne marchent pas, mais nous ne prenons pas les armes parce que nous voulons arranger ces questions par justement les voies démocratiques et la justice. Les voies démocratiques, c'est punir ceux qui ne travaillent pas comme il se doit, ne pas les reconduire ou les sanctionner à travers le Parlement. Et le voie de la justice, c'est aussi celui de sanctionner ceux qui détournent les biens publics, etc. Mais je n'ai pas vu de tête avec des solutions magiques, si ce n'est que des Congolais qui ont tout autant été des personnes compromises dans l'exécution de certaines de leurs responsabilités. Nous ne devons pas être manipulés, nous devons dénoncer, se désolidariser, vraiment des mouvements rebelles. Je le dis, ce n'est pas les rébellions qui construisent les pays, ce n'est pas des rébellions qui ont des programmes sur l'avenir du pays. Et malgré tout ce qui se dit, nous pensons que la ligne rouge a déjà été atteinte en touchant Goma, Bukavu et les autres territoires, et que cela doit s'arrêter et reculer au lieu d'avancer. Parce que le prix à payer sera lourd pour ceux qui sont derrière ces déstabilisations et pour les populations qui les subissent malheureusement, qui en payent le prix. Et nous demandons à notre population. Alors, comment le parti Nouvel Élan analyse-t-il les récentes déclarations de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, qui déjà même a annoncé le retour en République démocratique du Congo par la partie orientale? Bon, madame, moi je crois que l'ancien président de la République, Joseph Kabila, doit se rappeler que il a un engagement, parce que je crois que le statut des anciens chefs d'État lui donne un certain nombre d'obligations qu'il est appelé à respecter. Mais là, j'ai comme l'impression qu'il est en train de marcher justement sur cette loi. Et donc, ça, il est en train de violer la loi. De violer la loi, effectivement. Et ça, c'est très dangereux pour lui. Parce que si hier, Joseph Kabila pouvait être applaudi, pouvait être considéré en Afrique comme un modèle parce qu'il a justement facilité ses passages de régime, sans régime, au régime Tshisekedi. Aujourd'hui, il semble devenir quelqu'un qui menace la quiétude de citoyens, de populations.
Oui, parce qu'aujourd'hui, nous commençons, en tout cas le peuple commence à avoir comme l'impression que M. Kabila n'est pas pour la paix. Parce que dans ses dires, lorsque, par exemple, nous l'avions suivi, sa première communication, dire que le M23 c'est une émanation. Non, c'est l'aspiration du peuple congolais. C'était très grave comme déclaration pour un ancien chef d'État qui a toujours donné l'impression qu'il milite pour la paix. Ces M23 tuent, pillent, soutenus par une armée étrangère, un pays étranger, mais vous dites que c'est M23, c'est une aspiration du peuple congolais. C'est contradictoire par rapport à l'image qu'il voulait donner de quelqu'un qui veut la paix, quelqu'un qui a besoin de l'harmonie. Deuxièmement, lorsqu'il dit qu'il va rentrer au pays en passant par la partie orientale. Alors que bien quand il est parti, il n'a pas dit au revoir à quelqu'un? Voilà, tout ça ce sont des problèmes. Moi je pense que M. Joseph Kabila, c'est un ancien chef de l'État, mais il doit faire très attention. Si il peut, parce que je l'ai suivi lorsqu'il est sorti aussi de son audience avec l'ancien chef de l'État sud-africain, il dit regretter avoir passé le flambeau avec Félix Tshisekedi. Alors par là, moi je vais dire ceci. S'il pense avoir de problèmes personnels avec l'actuel président de la République, ça c'est un problème qui est personnel, qui est privé entre eux. Qui n'engage pas toute la République. Qu'il essaye de mettre de l'eau dans son vin, qu'il fasse très attention, parce que là, il est en train de marcher sur un terrain très, très glissant. Très, très glissant. Pourquoi? Parce que ici, il s'agit des Congolais qui meurent. Même les 2-3 Congolais qui avaient applaudi hier pour lui, pour telle ou telle autre action, ces Congolais-là risquent de se retourner farouchement contre lui s'il pense qu'il doit soutenir ceux qui continuent à nous tuer. Il revient parce qu'il a entendu les cris de Congolais. Mais comment il doit revenir? C'est bien bon, mais comment? Ce n'est pas en violant le texte de la République. Ce n'est pas en soutenant ceux qui nous tuent. Ce n'est pas en soutenant le Rwanda. Ce n'est pas en soutenant le rebelle. Qui tue alors que celui qui avait défait le M23. Oui, mais il a défait les M23. Considérons qu'il a défait les M23. Si bien que ces M23 n'étaient pas défaits totalement parce qu'ils sont toujours là, ils continuent à exister. Mais considérons qu'ils ont été défaits. Mais lorsqu'ils ont été défaits et qu'aujourd'hui ils refont surface, comment vous pouvez dire, vous qui avez défait ces mouvements, dire que c'est une aspiration du peuple congolais? C'est contradictoire. C'est là où moi je dis qu'il doit faire très attention. S'il pense, j'insiste pour dire que s'il pense avoir un problème avec le régime actuel ou avec le chef de l'État, ça c'est un problème qui doit se régler vraiment en privé. Il doit considérer que le Congo, c'est pour le Congolais, la République, le terre du Congo, c'est pour les Congolais, et que lui ne peut pas être celui par qui le mal doit passer. Parce que si le mal... Il ne doit pas être celui par qui le mal doit passer. Voilà, il doit faire très attention pour éviter cela. Si le mal doit passer par M. Kabila, il risquerait de porter tout le monde de ce pays. Pourtant, il a quand même laissé une bonne image par rapport à ce qui s'est passé. On l'a appelé père de la démocratie en République démocratique. Oui, mais il y a des problèmes. Parce que ce que les gens oublient, madame, c'est que vous, tel que vous êtes devant moi là, excusez-moi, vous avez vos défauts, vous avez vos qualités. Moi ici, j'ai mes défauts, j'ai mes qualités. Joseph Kabila a ses défauts, a ses qualités. Félix Tshisekedi a ses défauts, a ses qualités. Donc, nous devons considérer que la République avance telle qu'elle avance, avec ses erreurs, avec ses mérites, mais cela ne peut pas nous pousser à aller soutenir les agresseurs. Cela ne peut pas nous pousser à aller toucher aux armes. Nous devons régler nos problèmes de manière pacifique au niveau du pays. Il a accepté de passer le pouvoir après les élections au président Tshisekedi s'il pense que son parti doit revenir au pouvoir, mais qu'il rentre de manière pacifique. Son parti dit c'est Kabila qui doit revenir. Non, mais c'est comme ça que je dis, il doit faire très attention pour ne pas être celui par qui le mal va passer. Parce que si le mal doit passer par Kabila pour nous atteindre, en tout cas, je crois qu'il en paiera le prix. Alors, par rapport à cette situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, on a vu quand même une mobilisation au niveau international. Blanchard Mungoma, aujourd'hui, les Congolais se posent la question, mais finalement, il y a eu autant de sanctions, il y a eu cette mobilisation, mais
le Rwanda et ses supplétifs du M23 ne s'arrêtent pas là à M23, à F7. Ils continuent à endeuiller encore les Congolais dans ces coins du pays. Mais finalement, est-ce une mascarade, c'est le mot? Non, d'abord, il faut saluer cette mobilisation. Et cette mobilisation, je crois que ce n'est pas venu au hasard. Il y a un travail qui s'est fait au niveau du gouvernement, au niveau de nos compatriotes de la diaspora. Nous tous, là, même dans l'opposition, nous avions travaillé parce que, comme je l'ai dit ici, il s'agit du Congo. On a vu... les résultats d'efforts de plusieurs Congolais. Effectivement, le résultat consenti, comme à l'extérieur, on a parlé le même langage. C'est justement dans cet ordre d'idées que le chef de l'État a invité tous les autres de se mettre autour d'une table ou à apporter nos contributions, nos idées de manière à soutenir, à aller dans cet élan de l'unité pourvu que nous puissions faire entendre la voix du Congo à l'extérieur comme un peu partout. Et le Rwanda garde la même position malgré les sanctions. Il garde la même position, c'est normal parce qu'il ne va pas facilement abandonner, mais c'est avec justement cette pression, le travail interne, ce que nous faisons au niveau de la diaspora, c'est-à-dire la diplomatie, qui va l'amener finalement à se sentir obligé d'abandonner ses positions. Aujourd'hui, il fait la grosse tête parce que ça n'a pas encore atteint un niveau tel qu'il doit obligatoirement partir. Ce sont encore de sanctions, ce sont encore de mesures qui sont au niveau de texte, mais il va arriver un moment au niveau de la diplomatie, je crois, ils seront obligés d'appliquer la force. Alors, cette question... Parce qu'on lui demande de quitter les sols congolais, il persiste. On lui demande d'arrêter de soutenir les M23. Il continue à le faire. Un moment, on a commencé d'abord par les sanctions au niveau des finances, au niveau de finances publiques, des sanctions au niveau de minerais qu'ils pillent chez nous et ils vont à l'extérieur. Un moment, il va arriver, je crois, où la communauté internationale va envoyer une force spéciale pour déloger ces forces-là s'ils ne coûtent pas ce qui s'est fait au niveau international. Mais c'est vrai que la communauté internationale a toujours aussi joué ces jeux-là, mais nous pensons que cette fois-ci, puisque tout a été vu au clair. Avant, le Rwanda semblait jouer avec le discours tel qu'on tue le Banyamulenge, on tue nos compatriotes là-bas, voilà pourquoi nous allons les soutenir. Il y a les FDLR qui continuent à se cacher là-bas, mais aujourd'hui on a vu qu'il n'y a pas de FDLR, on a vu que tous les discours, tout ce que brandissaient les Rwandais comme arguments, étaient des arguments fallacieux, c'était des montages qui aujourd'hui n'ont pas de preuves, qui ont démontré ses limites, ce qui fait que la communauté internationale s'est sentie dans l'obligation de soutenir la position de la RDC pour pousser le Rwanda à quitter cette logique, parce que la communauté internationale ne fait que sortir et l'argent et en tout cas, les munitions, il perd aussi de militaires qui arrivent, parce que lorsque la MONUSCO perd chaque fois ses hommes, c'est la communauté internationale qui en paye le prix. Donc, aujourd'hui, je pense que la communauté internationale a compris qu'elle doit se liguer derrière la RDC pour sortir. Alors, cette question que plusieurs Congolais se posent, oui, la communauté internationale est déjà saisie et connaît bien que c'est le Rwanda qui agresse l'Est de la République démocratique du Congo. Mais d'un côté, nous voyons que cette même communauté internationale, dans ce pays, il y a des gens bien identifiés qui se sont déjà prononcés comme étant associés au mouvement rebelle, mais qui s'y trouvent sur leur sol. Est-ce possible de mettre la main sur eux? Finalement, on voit par exemple Franck Djongo qui a rejoint l'AFC de Corneille Nangaa, on voit le journaliste Pero Luara et tant d'autres qui se sont réfugiés dans leur pays. Oui, moi je crois que là maintenant, il y a une démarche pénale, parce que vous avez suivi il y a quelques mois passés le procureur de la Cour pénale internationale qui était arrivé à Kinshasa pour effectivement confirmer qu'il y a une situation, la situation de la RDC qui est devant sur sa table en tant que procureur, et que les enquêtes vont commencer très bientôt pour pouvoir justement traquer tous ceux qui sont derrière ces tueries, tous ces massacres-là. Ça, c'est un processus. Et il faut prouver le lien qu'a Franck Djongo par rapport à ce qui est vrai. Il est en connivence avec les agresseurs, avec le Rwanda. Mais maintenant, sur le plan pénal, les responsabilités seront établies par rapport au lien direct qui sera établi entre les acteurs et le fait qui se commettent sur terrain.
Mais maintenant, sur le plan diplomatique, ceux qui sont là-bas, je crois qu'il faudrait qu'il y ait un travail encore en interne au niveau de notre diplomatie pour montrer justement que, en Belgique par exemple, que non, messieurs, Franck Diongo est là, mais voilà le jeu qu'il est en train de jouer. Bon, il y a d'autres qui vous disent qu'il a une nationalité belge, il a une nationalité qui est autre que la nationalité congolaise. Tout ça, ce sont des questions, c'est un peu complexe. Il faut aller dans le détail, faire de recherches pour savoir ce qu'il en est exactement. Mais le plus important, c'est que cette communauté internationale commence à se désolidariser peu à peu avec le Rwanda, avec ses agresseurs, pour permettre à la RDC justement de vivre pleinement sa souveraineté et de vivre le droit lié à son intégrité territoriale. Nous sommes pratiquement à la fin de ce numéro de Info 7, mais en tant qu'homme de droit, est-ce possible que des têtes soient mises à prix alors qu'il n'y a pas eu de jugement? Bon, ça, c'est encore un débat. Je suivis le ministre de la Justice et votre consoeur, Madame Oudia. C'est un débat parce qu'il faut dire qu'il y a une partie de ce que nous pouvons considérer comme sûreté de l'État. Et la sûreté de l'État, ça, c'est un domaine très, très, très sensible. Lorsque les responsables de la sécurité de l'État estiment qu'il y a telle personnalité qui est en connivence avec des agresseurs, ils peuvent agir directement sans passer directement par la justice et pouvoir régulariser la procédure après. Mais si nous voulons rester dans le droit pur, le droit pénal pur, là, effectivement, nous devons rester dans la logique de la condamnation au niveau de juge pour pouvoir mettre à prix les personnes impliquées ou les personnes soupçonnées de travailler en connivence avec les agresseurs. Donc, c'est très subtil, mais il faut considérer qu'il y a ce qui entre dans le cadre du droit pénal pur et ce qui entre dans le cadre de la sûreté de l'État qui peut amener les autorités. C'est dans ce cadre que le ministre a agi. Je crois bien, parce que regardez ce que fait l'ANER, l'Agence nationale de renseignement. Ils ont un acte juridique, c'est-à-dire un décret de l'époque de la Deuxième République qui organise le fonctionnement de ces services. Et ces services échappent au contrôle du pouvoir judiciaire directement, parce que là, il s'agit de la sûreté de l'État. Et donc, il faut de fois faire cette différence pour éviter d'entrer dans des problèmes. Alors, en un mot, les passeports passent de 99 $ à 75 $. Les Congolais se posent la question, est-ce que cette décision du président de la République sera appliquée? Parce que 99 $, on a du mal. Les Congolais disent avoir du mal à avoir leur passeport. Moi, ce que je veux conseiller ou je veux recommander aux autorités, c'est de faire aussi le suivi lorsqu'il y a ce genre de mesures. Parce que, effectivement, vous l'aviez dit, moi, je me rappelle que j'ai acheté mon passeport à plus ou moins 250 $. Mais officiellement, je savais que c'est à 99 $. Mais que voulez-vous lorsque vous êtes dans le besoin? Donc, c'est ce suivi-là qui doit être fait pour faire respecter justement cette mesure qui consiste à ramener le prix du passeport à 75 $. Alors, aujourd'hui, c'est un dimanche de Rameau. Que représente cette journée, les Rameaux, pour vous? En tant que chrétien fidèle catholique, pour moi, c'est l'entrée du Christ dans son royaume, ou plutôt à Jérusalem. Et en tant que chrétien, nous saluons, nous fêtons, nous célébrons cette journée. Et je pense que le Congo est un État laïque, mais il faut dire que dans notre laïcité, on est dominé. Il y a une majorité des Congolais qui sont chrétiens et nous devons chaque fois reconnaître ces journées, parce que j'ai vu, il y a la journée des Kimbanguistes par rapport à Papa Simon Kimbangu. Aujourd'hui, c'est la fête des Rameaux. Heureusement que c'est un dimanche, j'ai vu partout les fidèles défiler avec leurs rameaux. Donc, c'est une fête pour nous et nous respectons effectivement cette journée. Blanchard Mongomba, c'est complètement fini. Vous avez quelques minutes pour vous adresser à cette population qui vous a encore suivi dans cette émission Info 7. Ce que je peux dire à nos compatriotes, c'est que le Nouvel Élan et Adolphe Muzito, aujourd'hui, nous sommes décidés de soutenir l'effort des guerres, de soutenir nos FARDC, mais également de soutenir les institutions de la République, parce que nous considérons que c'est inacceptable que nous puissions vivre la situation que nous vivons aujourd'hui, où le pays est occupé par une armée étrangère, si bien qu'il y a certains compatriotes
qui sont à la tête de mouvements rebelles pour essayer de légitimer l'action de ces occupants. Mais nous disons qu'il faut justement oublier nos querelles politiques, oublier nos conflits internes pour nous permettre justement de libérer le Congo de Lumumba, de libérer le Congo de Kasavubu, de libérer le Congo de Gizenga. Ce n'est qu'après, lorsque nous allons recouvrer l'intégrité territoriale de notre pays, que nous pouvons maintenant nous regarder en face pour faire le débat sur qui a quel programme, qui d'autre a quel programme qui sera pour l'intérêt des Congolais. Mais maintenant que le Congo est occupé, en tout cas, excusez-nous de marcher ensemble avec les FARDC, de proposer nos idées au chef de l'État pourvu que le Congo recouvre d'abord son unité. C'est ce qui est très important. Nous l'avions vu à l'époque de 1960, lorsque nos pères fondateurs étaient allés à la table, en Belgique, à la table ronde. Lumumba était encore incarcéré ici. Mais ils ont parlé le même langage pour dire que nous ne débattons pas tant que Lumumba ne sera pas libéré. Parce qu'il s'agissait du Congo. Et aujourd'hui, nous pensons que nous devons mettre de côté nos querelles avec le régime actuel. Nous devons nous mettre tous derrière le chef de l'État pour le soutenir, l'accompagner avec des idées, avec des propositions, de manière à mettre hors nos frontières l'armée rwandaise pour permettre à nos peuples de vivre de manière, en tout cas, sereine, de vivre la paix. Madame, Messieurs, c'est complètement fini. Et bien, c'est l'heure, c'est la fin de ce numéro de Info 7. Je rappelle que notre invité de ce jour est secrétaire général du parti cher à Adolphe Muzito, ancien Premier ministre en République démocratique du Congo. Blanchard Mungomba, merci d'avoir répondu à nos questions et merci d'avoir répondu à C'est à moi de vous remercier, madame. Merci beaucoup. Avec le plaisir de vous retrouver prochainement. Très disponible. Info 7 est une émission de Congo Web Télévision. Info 7, votre émission. Info 7, notre émission. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Alors, c'est complètement fini. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle de Congo Web Télévision. N'oubliez pas ce message de notre invité. Mettons de côté nos divergences. Maintenant, il s'agit de la RDC et non de Félix-Antoine Tshisekedi. Défendons l'intégrité territoriale de ce beau pays, la République démocratique du Congo. Et bien, on se retrouve le dimanche prochain pour un nouveau numéro de Info 7. Au revoir.